côté. Alors, il y a eu 2 colloques on a convoqués. On a réussi à obtenir, parce qu'on était des infirmiers à l'université, qui venaient un peu partout à travers la province. Alors, on avait le pouls de Gaspé à Rouyn-Noranda, à Chicoutimi, et Québec, Montréal, évidemment. Et à ce moment-là, on a dit, trouvez-nous le nom des gars qui vous pensez qui sont infirmiers, puis on leur a envoyé une lettre pour les convoquer à une rencontre, pour leur expliquer la position qu'on avait prise de fusionner avec l'Association des infirmières. Alors, il y a eu une première rencontre en 68. Oui, c'est ça. En 1968, on a fait une rencontre. On était un peu fantasme parce qu'on a loué une partie de l'hôtel Windsor pour pouvoir réunir notre chose, où on n'avait pas un sou. Mais quand même, on a passé à travers. Et à ce moment-là, on a exposé notre vision des choses. Et là, on a eu l'aval de quoi, mais entre ça, il y a eu aussi des rencontres sporadiques, soit à Chicoutimi, à Québec, Montréal, où il y a eu des rencontres là, pour essayer pour promouvoir la fusion des infirmiers. Alors ça a aidé. Alors, on a eu le hockey à Montréal lors du premier colloque, comme de quoi qui était d'accord. Puis là, on a commencé à exposer de la façon qu'on procédait. On nous a dit, OK, continuez. Alors, on a continué. Alors là, il y a eu les rencontres avec le sous-ministre à la Santé, le ministre de la Santé qui devait piloter le projet de loi à ce moment-là pour modifier la loi. Il y a eu des rencontres avec le Collège des médecins parce que l'Association des infirmières voulait ouvrir la loi pour autre chose aussi. Donc, je ne me rappelle plus le pourquoi, mais il y avait des modifications qu'ils voulaient apporter parce que la loi datait de 1946, je crois. Alors, on était rendu en 68, 67, 68, 69. Là. Il y avait des modifications qui devaient être apportées et l'ordre était d'accord. Notre timing, si on peut dire, était excellent. Parce que l'Association des infirmières voulait justement ouvrir et nous, on arrivait avec une proposition qui était bien simple, c'était de mettre la loi masculin-féminin, féminin-masculin. Alors, il y a eu une rencontre avec le ministre, le sous-ministre, et aussi avec la présidente de l'Ordre des infirmières, qui à l'époque était Rachel Bureau, qui était pour que les infirmiers fassent partie de l'ordre de l'Association des infirmières. Alors ça a été un cheminement de 67 à 70 et la loi a été modifiée ou sanctionnée en début je ne me rappelle plus exactement la date, là, mais c'est en 70 et c'est là que on est devenu infirmier au complet avec nos collègues qui avaient étudié en même temps que nous autres. C'est rapide là, comme explication, là, mais c'est ça s'est passé de même. Puis, d'après vous, quelles étaient les barrières à l'entrée des infirmiers dans la profession? Les barrières. Est-ce qu'il y en a eu vraiment des barrières? Il y en a eu, mais pas de façon... Quand on regarde cette époque-là, les infirmiers, les organisations hospitalières, ils étaient contents d'avoir des infirmiers formés, parce que c'était des préposés qui avaient à l'époque, qui faisaient des tâches dont ils n'avaient pas d'affaires à faire. Tu sais, un préposé pouvait faire un cathétérisme à cette période-là. Et c'était pas... Tu sais, là, il n'y avait aucune connaissance, de la connaissance là, sur le travail. Et tout ce qui pouvait être fait, autant en neurologie ou dans d'autres domaines, c'était toutes les infirmières qui le faisaient. Mais l'homme, à ce moment-là, l'urologie, était peut-être un peu moins, je dirais,
les soins urologiques étaient peut-être moindres à ce moment-là. Et c'est souvent, c'était des préposés qui faisaient des choses. Alors, l'arrivée d'infirmiers qui avaient une formation, à ce moment-là, je pense que ça aidait beaucoup. Puis ça améliorait la qualité des soins. Non pas que les infirmières ne pouvaient pas le faire, mais, exemple, faire un cathétérisme chez un homme, à cette époque-là, c'était des préposés qui faisaient le cathétérisme, et l'infirmière n'avait même pas eu la formation pour pouvoir le faire. C'est venu par après, des années futures après. Alors, pour cette partie-là, je pense qu'on était bien accueillis. Puis, est-ce qu'il y a eu des obstructions? Je ne sais pas. Je pense qu'il n'y a pas eu... Moi, à ma connaissance, il n'y en a pas eu énormément d'obstructions lorsqu'on... Mais on était peu nombreux à connaître cette profession-là. Alors, dans les écoles, on ne parlait pas du cours d'infirmier. Je pense qu'à l'époque, les gens ne savaient même pas que ça pouvait se donner. T'sais. Moi, moi-même, je l'ai appris parce que c'était une étudiante qui me dit que ça se donnait. Je n'aurais jamais devenu infirmier, ça n'aurait pas été de ça. On parlait des gens qui pouvaient créer des barrières, mais est-ce qu'il y a des gens qui vous aidaient, les infirmières, est-ce qu'ils supportaient la cause? Moi, à ma connaissance, oui. À ma connaissance, on n'était pas... on était appréciés. Et il n'y avait pas d'obstruction qui venait énormément. Là, du moins, je n'en ai pas eu. Pour moi, là, comme j'ai dit, moi, j'ai nagé dans cette profession-là comme un poisson dans l'eau. J'ai eu du plaisir à le faire, je me suis amusé. Toute ma carrière a été des situations où j'ai pu innover et apporter, je pense, certaines choses à la profession et dans les organisations de soins, parce que j'ai été directeur de soins 35 ans, quasiment. Là. J'ai fait beaucoup d'administration. Et là, je termine ma carrière en revenant à la base. En somme, je boucle. J'ai fait beaucoup d'administration. J'ai commencé comme infirmier et j'ai été administrateur. Et là, je boucle à redevenir infirmier. J'accepte plus de tâches administratives. Il est assez fait. En lien avec les revendications du Québec, est-ce que vous saviez à cette époque-là qu'est-ce qui se passait ailleurs au Canada, aux États-Unis? Pas beaucoup. Ce qui se passait à l'extérieur du Canada, je ne peux pas dire énormément. Mais en tant qu'administrateur ou gestionnaire de soins, je lisais beaucoup. American Journal of Nursing, Nursing Outlook, etc., etc. Et j'avais un peu le pouls de ce qui se passait par American Journal of Nursing. C'était la revue officielle de l'Association des infirmières américaines, si ma mémoire est bonne. Là. En tout cas, quelque chose comme ça. Et j'avais le pouls américain à ce niveau-là. Et souvent, ça m'a aidé. Comme gestionnaire, je m'obligeais à lire ces revues-là pour me donner des balises que j'essayais d'adapter, parce qu'on ne peut jamais prendre ce qui se fait aux États-Unis sans l'adapter, parce que ce n'est pas la même réalité. Mais j'avais des points de repère. Et il y avait des grands auteurs quand même qui publiaient dans ces revues-là, qui me donnaient des idées. Et ça, avec le baccalauréat, ça a accéléré. C'est ça qui nous donnait le bac à ce moment-là. On dit peut-être technicien de bac, mais le baccalauréat nous permettait d'aller approfondir des choses que normalement je n'aurais pas eu si j'avais resté simplement infirmier. Infirmier de base. Ou peut-être même technicien. C'est peut-être mauvais ce que je dis là, mais en tout cas, c'est mon opinion, et je la partage. Je suis d'accord avec le baccalauréat, et je trouve qu'on a manqué un peu, on est en retard un peu à l'heure actuelle, un peu de plusieurs années.
si on compare avec l'Ontario, et l'Ontario, je sais que le baccalauréat est obligatoire depuis des années. Alors, pourquoi nous autres? Donc, peut-être, on devrait peut-être aller plus loin. Là. Vous avez donc milité en grande partie pour le droit de pratique. Est-ce que vous l'avez acquis par la suite, j'imagine, dès 70? Oui. Oui. C'est pour ça qu'il n'y a pas un infirmier au Québec qui, sur son permis de travail, remonte avant 1970. Tout le monde. Tous ceux là, de ma génération là, et tous les infirmiers, c'est 70 le départ. Et même si moi j'ai gradué en 64, ces années-là, ils ne paraissent pas. C'est 70 qui est la nouvelle. Les nouveaux, on était les petits nouveaux, en 70. Est-ce que ça veut dire que vous avez pratiqué comme infirmier non autorisé avant 70? Oui. Bien, on était tolérés. Il y avait une tolérance à cette époque-là. On faisait notre cours, même si on passait les examens qui étaient supervisés par l'université. À ce moment-là, on avait l'équivalence, mais on n'avait pas le permis. Et il y avait des tolérances. C'est des tolérances qu'on pourrait dire qu'il y avait pour le travail qu'on pouvait faire. Mais on n'était pas protégés quand on regarde ça. On n'avait pas d'assurance, nous autres, là. L'assurance, il nous arrivait un pépin, là. On n'avait pas de protection. Mais comme on était baveux un peu, ça fait que ça ne nous dérangeait pas. T'sais. On était inconscients un peu de ce qui se passait. Là, mais on n'avait pas d'assurance au cas où on aurait fait de la malpraxis. On se faisait poursuivre. Puis, malheureusement, à ma connaissance, il n'y en a pas eu. En tout cas, s'il y en a eu, ça n'a pas... Ça n'a pas fait les manchettes, les journaux. Pouvez-vous nous parler de votre premier emploi? Mon premier emploi? Ah oui. C'est en spécialité, en ORL. C'était ophtalmo et ORL. Moi, j'étais plus du côté ORL, mais je faisais un peu d'ophtalmo aussi. Et j'aimais beaucoup l'avant-midi, parce que l'avant-midi, c'était la salle d'opération et il y avait beaucoup de choses qui bougeaient. Après 2 ans, faire ça, là, donc je changeais de métier, parce que dans l'après-midi, c'était d'aller chercher le patient ou la patiente qui était, la cliente qui était